On peut définir l'usinage comme étant un ensemble de techniques de fabrication par enlèvement de matière. Donc on part d'une pièce que l'on appellera une pièce brute, qui sera soit de forme généralement cylindrique, soit parallélépipédique. Et ensuite, en taillant dans cette pièce brute, on obtient la géométrie voulue. On utilise généralement ce qu'on appelle des machines-outils. L'avantage de ce procédé par rapport à la plupart des procédés de fabrication est qu'il permet de grandes précisions quant à la géométrie obtenue. Par contre, les délais de fabrication sont assez importants et les moyens de mise en œuvre, donc l'outillage ainsi que les machines, sont coûteuses. C'est pour cela qu'on couple souvent ce procédé pour les phases de finition, donc à la suite d'un procédé de mise en œuvre, comme par exemple de la fonderie ou du forgeage, qui vont nous permettre de faire des ébauches et d'obtenir les formes générales des pièces. On distingue deux mouvements relatifs entre la pièce et l'outil pour générer la forme voulue. Le mouvement de coupe, donc le mouvement de l'arête qui va tailler dans la matière, et le mouvement d'avance, donc le mouvement relatif entre la pièce et l'outil. Les systèmes de production. On parle de fraisage quand l'outil tourne et que la pièce se déplace par rapport à l'outil. C'est un procédé qui nous permet généralement d'obtenir des formes planes. A contrario, le tournage, c'est la pièce qui tourne à des vitesses importantes, et c'est l'outil qui se déplace par rapport à la pièce, et cela nous permet d'obtenir généralement des formes de révolution. De nos jours, ces machines sont commandées numériquement, et non plus commandées manuellement à l'aide de manivelles, comme c'était fait avant, ce qui permet une bonne répétabilité des pièces quand on fait la série, et des bonnes précisions, puisqu'on évite l'erreur humaine. On charge généralement plusieurs outils à l'intérieur de la machine, et donc la machine peut changer d'outil en fonction des opérations, et on peut avoir des systèmes automatiques pour alimenter en brut la machine et évacuer les pièces finies, ce qui permet, lors de l'usinage en série, de diminuer les temps de changement entre deux pièces. Les systèmes de production sont composés de différents éléments, donc tout d'abord les machines, dans lesquelles nous allons vouloir usiner une pièce, qui devra donc être positionnée par rapport à la machine, et pour cela on utilisera ce que l'on appelle un porte-pièce. Nous pouvons voir ici donc une machine de fraisage conventionnelle, et donc l'opérateur est en train de fixer un étau dans les réunions en T de la table d'usinage, et cet étau sera donc le porte-pièce dans lequel nous fixerons la pièce qui devra être usinée. Donc le porte-pièce doit être fixé de manière à ne pas bouger pendant l'opération, à ne pas bouger pendant l'usinage, pour être sûr que la pièce reste bien fixe. Ensuite, on pose la pièce brute, qui est donc ici un cube en aluminium, dans le porte-pièce, donc ici un étau, et on vient serrer la pièce brute de manière à ce qu'elle reste fixe, même avec des efforts de coupe importants. Ensuite, nous avons les outils. Ces outils qui vont venir donc tailler la pièce brute et donc enlever des copeaux pour donner une forme voulue à la pièce. Ces outils doivent être positionnés dans la machine avec ce que l'on appelle des porte-outils. Donc on voit ici à droite une fraise qui est l'outil avec des dents qui vont lui permettre donc de tailler dans la matière, et au centre donc le porte-outil qui va nous permettre de tenir la fraise. Donc l'opérateur va venir positionner la fraise dans le porte-outil et serrer à l'aide d'une vis sans tête ici et d'une clé BTR, donc serrer la fraise dans le porte-outil. Il monte ensuite le porte-outil sur la broche de la machine. Donc le porte-outil a ici une surface conique et on vient tirer avec un tirant, une tige filetée que l'on serre pour bien serrer l'outil par rapport à la broche de la machine. Et donc on voit ainsi maintenant une phase d'usinage où l'outil, comme on est en fraisage, c'est l'outil qui tourne et on vient déplacer la pièce à l'aide de manivelles qui permettent de déplacer la table de la machine-outil. Donc on voit ici à l'arrière l'opérateur qui tourne une manivelle pour faire translater la pièce. Et donc c'est la combinaison de ces deux mouvements, la rotation de l'outil et ici la translation de la pièce, qui permet d'usiner. Et donc dans ce cas ici, on usine deux plans orthogonaux, ce sont les deux plans ici qu'on voit brillants à l'écran. Voici pour les éléments de production de la
des machines-outils. Les outils de coupe. Donc il existe deux manières de générer une surface. Soit on travaille par rapport à la forme de l'outil, donc c'est ce qu'on appelle le travail de forme. Donc suivant la géométrie de l'outil, on obtiendra donc des surfaces différentes. Ou alors c'est la conjonction des deux mouvements de coupe et d'avance qui vont définir la surface finale. C'est ce qu'on appelle le travail d'enveloppe. Brièvement, nous pouvons définir la géométrie des outils avec des faces et des points particuliers. Généralement, l'outil est composé d'un corps qui va nous permettre d'être fixé dans le porte-outil et une partie active qui, elle, va entrer en interaction avec la pièce pour enlever de la matière. Pour enlever de la matière, on utilise des arêtes de coupe, donc de la même façon que le fil d'un couteau, et un outil peut avoir différentes arêtes que l'on va classifier en arête principale, arête secondaire et voire arête tertiaire. Le bec de l'outil, c'est le raccord de ces deux arêtes, et donc c'est généralement ce point-là que l'on va commander, c'est la position de ce point-là que l'on va commander. Une fois que l'on enlève de la matière, on forme un copeau qui va se détacher et glisser sur ce qu'on appelle la face de coupe de l'outil. Donc la face de coupe, c'est la face qui va recueillir le copeau, alors que la face de dépouille, donc l'autre face qui nous permet donc de générer l'arête de coupe, c'est la face qui va se retrouver face à la surface que l'on vient d'usiner. De la même manière qu'on peut avoir différentes arêtes de coupe, on peut avoir différentes faces de dépouille. Les outils sont fabriqués en différents matériaux. Il y a quelques dizaines d'années, on utilisait essentiellement des outils à ce qu'on appelle acier rapide supérieur. Rapide pour permettre des coupes rapides, c'est ce sens-là qu'il fallait avoir. Le problème de ces outils, c'est que lorsque l'on commence à travailler à des vitesses trop importantes, le matériau, l'acier, change de structure et on détériore donc les arêtes de coupe. Et donc on abîme les outils. Ensuite sont apparues les plaquettes carbure, donc à partir de matériaux composés de carbone et d'autres éléments. Le carbone permet d'avoir un matériau dur, et le fait d'avoir un matériau plus dur permet de travailler à des vitesses plus importantes. Ces plaquettes sont généralement obtenues en fritage, c'est-à-dire qu'on prend le matériau sous forme de poudre, on le met dans un moule chauffé et monté en pression, ce qui permet donc d'obtenir la géométrie des plaquettes. Et donc, contrairement aux outils en acier rapide supérieur, on vient utiliser un outil sur lequel on vient placer des plaquettes carbure, et lorsque l'on casse une arête de coupe, il suffit de changer la plaquette plutôt que de réaffûter l'outil ou de changer l'outil. On peut aussi utiliser ce que l'on appelle des céramiques techniques, qui sont encore plus dures que les carbures. Le terme céramique désigne un ensemble de matériaux non métalliques obtenus à des températures très élevées et qui sont généralement à structure cristalline. Et enfin, puisque l'on recherche des matériaux les plus durs possibles pour pouvoir donc usiner à des vitesses importantes et rentrer dans des matériaux durs, on peut utiliser des diamants qui sont généralement assez chers. Alors on peut aussi utiliser des diamants de synthèse pour éviter de payer trop cher. On peut voir ici une répartition des différents matériaux utilisés pour les outils de coupe selon deux critères. La dureté, qui correspond à la résistance à la pénétration locale du matériau. Donc plus un matériau est dur, plus ce sera difficile de le rayer ou de faire pénétrer un autre matériau intérieur. Et la ténacité, qui est la capacité d'un matériau à résister à la propagation d'une fissure. Donc moins un matériau est tenace, plus il sera fragile. L'idéal serait d'avoir des matériaux très durs et très tenaces, mais on se rend compte dans la nature que ces deux performances, ces deux caractéristiques, sont souvent opposées, puisque généralement plus le matériau est dur, moins il est tenace. On voit ainsi que les matériaux les moins tenaces sont les diamants, donc ils vont être les plus fragiles, mais aussi les plus durs, alors que les aciers sont beaucoup plus tenaces, mais moins durs. Alors c'est un classement qualitatif, mais ces performances sont assez remarquables. Ensuite, on peut remarquer ici la classification des matériaux utilisés pour les outils en fonction des vitesses de coupe et des vitesses d'avance que l'on pourra utiliser en usinage.
On voit qu'un acier rapide, on va pouvoir utiliser des vitesses de coupe assez faibles et des vitesses d'avance assez faibles aussi, puisque on ne pourra pas élever sa température de manière trop importante au risque de le détériorer. Alors qu'un acier rapide auquel on va mettre un revêtement, on pourra travailler à des vitesses un peu plus rapides. Les carbures vont accepter des températures plus importantes, donc on pourra travailler à des vitesses plus importantes. Pareil pour les carbures revêtus. Les carbures de titane aussi. Les céramiques accepteront des vitesses encore plus importantes, donc on pourra travailler avec des vitesses de coupe bien plus importantes.